Bonjour à tous et bienvenue au centre de conférence Aquatis où a lieu l'event Data Trends 2018. Nous sommes un jour de novembre 2018 et cet event, il a pour but de parler des données et du potentiel qui se cache à l'intérieur de celle-ci. Un événement qui est présenté par le groupe T2I, qui est basé à Sierre, en Valais, et en partenariat avec IBM. On a d'ailleurs un représentant d'IBM Research avec nous. Donc nous, c'est déjà Haig Alexander Peter. Bonjour Haig. Bonjour. Et j'ai à côté de moi également Christian Colli, qui travaille pour groupe T2I. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et déjà, merci d'avoir proposé un event comme celui-ci qui a rassemblé le gratin des décideurs en PME en Suisse romande et un petit bout en Suisse alémanique. On a commencé cette matinée avec l'IBM Research Technology Vision qui a été présentée et une super présentation. Je n'avais peur qu'elle soit trop longue, parce que quand je vois 45 minutes au compteur, j'ai toujours un peu peur, mais c'était passionnant. Et d'ailleurs, on a parlé de data et d'un tas d'autres sujets connexes. Je me rappelle d'ailleurs de l'intro de Haig qui nous a parlé des millennials, de la génération Z, de la génération Alpha également. Donc j'ai appris l'existence d'une nouvelle génération. Bon, on était tous les trois présents lors de la présentation. Donc du coup, si on réexpliquait aux gens qui n'étaient pas là, c'est quoi la différence entre ces digital natives, millennials, génération Z et génération Alpha? On commence peut-être avec toi, Haig. Oui, volontiers. Alors, la différence, c'est déjà une différence d'âge. Et c'est ce que j'ai aussi évoqué ce matin en disant que même les millennials, qu'on a toujours tendance à croire et dire que ce sont ceux qui sont les jeunes qui amènent plein de nouvelles innovations, commence aussi gentiment à vieillir. C'est pour ça que j'ai abordé le sujet aussi de la génération Z. Je dirais plutôt que la grande différence qu'on voit entre ces deux générations, c'est le comportement et la façon qu'ils utilisent la technologie. Donc on est tous d'accord qu'au tout début, même quand on passe à des réseaux sociaux qui ont eu certaines influences positives ainsi que négatives, au tout début, il faut dire que maintenant la génération Z en profite et a beaucoup appris grâce justement à cette la génération millennials. Et puis c'est le comportement de la façon, pas seulement de la façon qu'ils utilisent cette technologie, mais aussi de la façon qu'ils vont aussi faire des achats, qu'ils vont s'informer, la façon qu'ils vont aussi partager des informations. Ils reviennent un petit peu plus à la source, je dirais, de comme on le faisait avant cette génération millennials, qui est d'avoir une discussion, de pouvoir avoir un avis d'un expert, de prendre le temps d'avoir une explication concrète sur un produit ou sur un sujet très spécifique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément faire un achat ou conclure en fait ce qu'ils ont débuté directement, physiquement dans un magasin. Ça peut être fait aussi en ligne, mais ils ont ce besoin et cette envie de comprendre et de vivre une certaine expérience. Alors là, tu me tends une perche que j'aimerais rediriger en direction de Christian. Je me rappelle en fait d'une expression qu'a utilisée Laurent Boussat ce matin dans son atelier en lien avec la dématérialisation. Il a rappelé qu'en fait, parmi les juges, parce que dans la dématérialisation des documents, il y a un aspect légal dont il faut tenir compte. Et il a dit, on a bien compris les besoins de la génération Z. La génération Alpha, elle n'a pas encore le droit de travailler, donc on n'en parle pas tout de suite. Par contre, chez les juges et chez les avocats, il n'y en a pas beaucoup qui sont de la génération Z. Et moi, ça me fait poser la question, finalement, parmi les décideurs face auxquels toi, tu te retrouves, Christian, pour parler de transformation digitale et finalement de rénovation d'outils, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ou pour réduire le gap entre ceux qui ont besoin ou envie d'une solution innovante, puis ceux qui regardent les cordons de la bourse? On sent bien toute la complexité aujourd'hui face à des clients. Effectivement, les dirigeants sont plutôt de la génération millennium, avec des choses bien établies, un mode de consommation qui est très différent, et des gens en dessous dans les métiers ou dans la force de proposition qui sont peut-être de la génération suivante et qui veulent pousser en avant. Et de mettre en relation justement l'avantage d'une réflexion sur la nouvelle génération, sur ce nouveau mode de consommation, comment je peux apporter de la nouveauté, et la conviction d'un manager qui finalement va se dire où est mon intérêt métier là-dedans pour avancer. Et c'est vrai que sur les aspects juridiques, comme vous le mentionnez tout à l'heure, c'est exactement le même problème. Les gens qui portent des robes sont encore beaucoup des gens qui sont de cette génération millénium, et même s'ils sont jeunes,
il reste dans ce mindset Millennium. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être je pense, un travail, un défi des prestataires de services pour accompagner justement ces sociétés et ces modifications dans le processus de consommation de l'informatique. Ouais, faut pratiquer la gymnastique en tant que prestataire en transformation digitale. Donc c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de savoir les exécuter et c'est bien de garder de la souplesse afin de convaincre tous ces publics. Il y a un use case qui m'a intéressé parce que donc c'est toujours issu de l'IBM Research Technology Vision, un cas qu'on arrive assez bien à comprendre, qui était celui de Staples Easy Button. Donc ce bouton très pratique qui m'a fait penser finalement aux prestations que proposent Amazon ou Google, pas forcément toutes disponibles en Europe pour le moment, mais où on a finalement en simple pression d'un bouton la possibilité de commander. Voilà, ça peut être des stylos à billes, du papier, ça peut être un peu plus élaboré que ça. Il y avait même le cas d'un café spécial qui pouvait être demandé à la machine. Finalement, on voit à travers un exemple tout ce qu'on peut gagner à travers un bon use case où il y a de l'intelligence, où il y a de la transformation digitale. Moi, ce que je me demandais, c'est en saucissonnant un petit peu tous ces problèmes, que peut contribuer à apporter comme solution la transformation digitale. Donc là, le coup de l'Easy Button, c'est le fait de gagner du temps. C'est le fait d'avoir peut-être des meilleures conditions, puisqu'on a une commande qui est processée. Il y a quoi d'autre encore que je mets? Alors si je me permets, il y a plusieurs aspects qu'il faut aussi tenir en compte qui sont liés justement à la technologie, de l'intelligence artificielle et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, qu'on était capable de faire il y a quelques années. Il y a aussi cette facilité de pouvoir utiliser le langage naturel en fait, de pouvoir commander comme on le ferait si on était en train de le commander à un collègue ou directement dans un magasin. Donc de parler sa langue, son langage. Voilà, de parler sa langue, son langage. Il y a aussi tout l'aspect d'intégration qu'on peut faire. C'est-à-dire que le système apprend aussi davantage sur certains comportements. Donc si c'est un certain individu qui va plutôt commander des stylos versus du papier ou du café, il y aura un certain apprentissage qu'on appelle du machine learning et qui va être donc adapté et pourra être proactif en fait vis-à-vis ce que potentiellement pourrait vouloir commander cet individu. Anticiper nos demandes. Anticiper la demande, même à un certain point aujourd'hui, on pourrait même aller un peu plus loin et de dire que ça pourrait être fait de façon proactive aussi. Mais c'est la facilité de pouvoir interagir avec le système de façon très naturelle. C'est un très, très grand avantage. Il y avait un autre aspect qui m'a fasciné là, quand on a parlé de quantum computing lors de cette matinée. On a d'ailleurs vu en image ce que ça ressemble, ce à quoi ressemble en fait un système de quantum computing. Ça m'a rappelé en fait l'ère industrielle, moi, de voir cette grosse machine, ce cuivre. Ce que je me demandais, car Haig citait l'exemple tout à l'heure de ces ordinateurs qu'on trouvait dans les magasins de jeux vidéo il y a bien longtemps, dans les début des années 80, fin des années 70. Est-ce qu'il est possible que le quantum computing dont on parle aujourd'hui comme de quelque chose d'utile, alors dans des cas très spécifiques, au niveau de la médecine biologique, au niveau des molécules par exemple, est-ce qu'un jour, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, quand tu parleras de l'IBM Research Vision dans 10 ans encore, Haig, qu'on parle de personal computers qui soient basés sur le quantum computing? Alors, c'est une excellente question. Je l'ai aussi souvent, cette question. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les systèmes quantiques seront disponibles à travers un cloud. Donc, ce n'est pas forcément une infrastructure qu'on aura dans notre data center. Ça va être vraiment sous forme de service. Alors, est-ce que je pourrais envisager avoir accès à des systèmes quantiques dans 10 ans? Oui, de façon via le cloud, mais ça va être très spécifique. C'est-à-dire que les systèmes quantiques ne vont pas remplacer les systèmes d'aujourd'hui. Il faut vraiment bien mettre ça au clair. Ça sera un complément au système d'aujourd'hui pour des tâches très spécifiques et très complexes, comme vous l'avez déjà très bien dit. Que ce soit au niveau moléculaire ou que ce soit au niveau d'équations très, très, très complexes.
mais d'avoir accès, on l'a déjà aujourd'hui, accès à des systèmes qu'on appelle high performance computing, même avec nos téléphones à travers un cloud. Donc je peux très bien envisager que pour certaines applications, ça pourrait être, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Bon, là on a parlé de ce à quoi pourrait ressembler l'informatique dans 50 ans, et de retour à aujourd'hui et à la transformation digitale qui est déjà vécue par les entreprises en Suisse romande notamment. Je me demandais si, Christian, tu pouvais nous donner une idée du frein principal que tu rencontres, toi ou tes équipes, lorsqu'on est face à un projet, on a l'occasion d'innover. Alors en termes de data, bien sûr, ou s'il y a un autre exemple qui te vient à l'esprit, ne te gêne pas. C'est le budget, le frein ou pas forcément? Je pense pas que le budget, c'est le principal frein aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt l'adhésion du côté du métier, sur la valeur ajoutée du service qu'on va apporter. Si je prends typiquement des thématiques comme la sécurité, qui sont finalement des solutions plutôt comment dire ça, de base au niveau d'une infrastructure, on a difficilement des arguments pour faire valoir ça au niveau d'une valeur ajoutée pour un manager. Donc c'est des sujets qui sont très très techniques et ça c'est assez difficile à positionner. On n'arrive pas à percevoir tout de suite l'avantage en fait. Exactement. Sitôt qu'on rentre dans des systèmes comme on les développe au niveau de nos solutions d'éditeurs logiciels, sur la gestion documentaire, HRM, etc., on commence là à travailler sur des gros volumes de données et toute la valeur ajoutée qu'on peut apporter pour consolider ces données et avoir des tableaux de bord, des informations qui vont permettre aux managers de décider plus vite, d'avoir des informations en temps réel, ça c'est vraiment à mon avis des arguments. Et toute la difficulté aujourd'hui du prestataire de service, c'est de s'interfacer entre ce qu'on appelait à l'époque des architectes d'entreprise qui expliquent comment on doit fonctionner dans une entreprise, des architectes de solutions aujourd'hui qui doivent dire moi j'ai un service informatique, je dois l'amener au niveau du métier. Comment je traduis ça entre la solution et la gouvernance de l'entreprise qu'on a en face. Et ça je pense que c'est un des gros défis qu'on a et je pense que là il y a de la place sur le marché effectivement pour être expert dans ce domaine-là. Excellent. Et puis peut-être pour conclure, ma dernière question, plus générale, parce qu'on a beaucoup parlé de data, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, et puis plus généralement, j'avais envie de vous demander, peut-être à chacun de vous, que représente la notion d'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence pour vous? Je te laisse conclure sur la réponse à cette question, Christian. Oui, tout à fait. Bon, moi, l'intelligence, moi, je vois un intérêt très rapide et immédiat. Il existe déjà d'automatiser toutes les tâches simples qui ont peu de valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est pour le bien de tous, même si derrière, il y a toujours cette crainte du changement, de dire, mais toutes ces tâches simples qu'on va automatiser, potentiellement, on perd un poste ou deux postes, etc. Les postes, on va les remplacer parce qu'on va monter les gens en compétences pour créer de l'AI, pour faire des choses à valeur ajoutée. Donc moi, je vois ça dans ce sens-là. Et puis dans un autre sens, c'est pour, je pense, favoriser des prises de décision plus rapides. Je pense qu'on est quand même dans des process aujourd'hui où on a énormément de données. Pour sortir une décision, on doit aller, j'ai envie de dire, à la main dans l'information, faire ressortir ces informations. Et là, l'intelligence artificielle pourrait vraiment fédérer tout ça pour amener un mécanisme beaucoup plus simple pour des décisions, des bonnes décisions, on va dire. Excellent. Et pour toi, Heg? Alors, je suis d'accord avec toi. L'intelligence artificielle va nous permettre de découvrir certaines choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, elle doit primaire mettre en valeur le contexte avant tout. Donc, avoir des données, c'est nécessaire pour justement faire de l'intelligence artificielle, mais ce qu'il faut aussi, c'est le contexte dans lequel on veut l'utiliser. Et c'est là où on pourra vraiment amener en valeur la vraie puissance de l'intelligence artificielle. Ce qu'il va falloir aussi faire attention, c'est la façon qu'on va entraîner ces systèmes. Il va falloir garder en compte qu'il va falloir rester de façon biais au niveau des systèmes, c'est-à-dire que la façon qu'ils vont être entraînés devra tenir en compte de tout aspect éthique qui est nécessaire pour justement avoir des systèmes qui seront d'une façon assez neutre quand on le voudra, et ils vont jouer un rôle important à nous augmenter à nous. Donc moi j'aime bien utiliser le IA, ou en anglais on dit AI, Augmented Intelligence. J'aime bien aussi, ouais. Parce que ça va nous permettre à nous de se concentrer sur une expertise qu'on a déjà peut-être approfondir, ou bien de prendre justement cette opportunité
la façon qu'on peut déléguer certaines tâches, de aussi aller au niveau de ce qu'on peut apprendre en plus de notre expertise, parce qu'on aura un peu plus de temps pour le faire en ayant la possibilité de déléguer. Donc c'est une combinaison de tout ça qu'il va falloir tenir en compte, qui fera des systèmes qui seront très efficaces, qui vont nous donner certaines suggestions et certaines hypothèses qu'on pourra, nous, en tant qu'humains, prendre la décision finale. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en contrôle et nous devrons toujours rester en contrôle des décisions. Eh bien, je partage grandement ces deux avis. J'ajouterai peut-être ma petite pierre à l'édifice. Quand moi, je me demande ce qu'est l'intelligence, et par extension l'intelligence artificielle, je vois ça en fait comme un système de connaissances partagées et partageables. Je le différencie du système d'information, parce que des informations, on en a plein. La connaissance, pour moi, c'est quelque chose qui est éprouvé, qui du coup peut me servir immédiatement. Je me réjouis en fait qu'on aille toujours plus dans cette direction. Je vous remercie déjà, messieurs, pour vos inspirations et pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous.